Dernière édition de droit de réponse du mois de février. Bonjour à tous et bienvenue. Ce matin, on voit les choses en grand. On se dirige à grands pas vers la présidentielle 2018 en même temps que le Social Democratic Front. Il a tenu ce week-end son congrès au terme duquel il y a une actualité forte qui d'ailleurs va meubler fortement cette édition. Son candidat à cette élection est connu. Ensuite, on abordera aussi la question de la crise anglophone avec l'évolution des méthodes de pression exercées par les groupes séparatistes dans ces revendications. Et la République démocratique du Congo nous intéressera aussi avec l'implication forte de l'Église dans la crise par laquelle passe le pays en ce moment. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, je vous propose avant tout de jeter un œil ou un coup d'œil ou de faire un tour dans la presse écrite, du moins pour voir comment elle a traité cette différentes thématiques tout au long de la semaine. Et c'est un exercice auquel vous vous collez tous les dimanches. Flavien Ndongo, bonjour et bienvenue. Bonjour à tous les panélistes. Alors, autant mieux vous dire que nous sommes suspendus à vos lèvres. Très bien, alors, comme vous avez évoqué en tout cas 3 sujets, je voudrais déjà vous accompagner à comprendre un peu ce que la presse a traité, en tout cas a dit donc du Social Democratic Front, et la presse n'a pas chômé cette semaine qui s'achève, vous l'avez d'ailleurs constaté, parlant notamment du congrès du premier parti de l'opposition. La Nouvelle Expression, quelques jours seulement auparavant, donc, faisait déjà savoir que les séparatistes anglophones menaçaient donc de mettre le feu au congrès du Social Democratic Front prévu à Bamenda. Selon le quotidien privé, une banderole placée donc à l'entrée de la résidence du chairman et annonçant l'événement a été d'ailleurs brûlée par des inconnus, toute chose qui présentait déjà des signes donc d'essoufflement de ce qui pourrait donc avoir lieu, mais seulement il y a eu des prises de position et même également des précisions qui ont été faites sur cette question, avec notamment des directives qui ont été données pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Le journal L'Essentiel, lui, est donc resté dans la logique des menaces des sécessionnistes au Social Democratic Front, qui précise que les militaires ou les militants de cette formation politique ne devait pas tenir le congrès à l'église presbytérienne tel que prévu. Seulement, le journal a même été donc et allé plus loin et a fait savoir que le chairman a révélé qu'il ne cédera pas au chantage de ces sans voix ni loi. Donc, mais finalement, c'est la maison du parti RDPC de Bamenda qui a accueilli justement le congrès et sous haute sécurité des forces de défense. Donc c'est au cours de cette rencontre déterminante pour le Social Democratic Front que le reporter de la Nouvelle Expression a donc observé que parmi les invités, il y avait bien entendu le Titi Sedjoua, par ailleurs ancien secrétaire général de la présidence de la République. Le rédacteur de l'article rappelle plus loin que c'est bien sûr le même monsieur qui était donc pressenti en 1997 pour être candidat du Social Democratic Front à la présidentielle de cette année-là. Donc pour le quotidien du Carrefour Equinox à Douala, Titi Sedjoua a choisi donc de s'asseoir à côté de Joshua aussi, qui était également candidat à cette élection, ou tout au moins à représenter le Parti social-démocratique Front à l'élection présidentielle à venir. Le Messager, pour sa part, s'est donc intéressé au bilan de Nidjon Frondi durant son séjour à la tête du parti. Le reporter du quotidien Le Messager n'a pas raté la grande annonce, celle de Frondi qui a dit qu'il ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle, donc au Cameroun, et qu'il laissait donc la place à la jeunesse. Une nouvelle largement saluée par les militants du Social Democratic Front. Et le quotidien Info Matin détitré donc que Paul Biya ne battra plus Frondi à l'élection présidentielle au Cameroun après 3 tentative donc malheureuse du chairman face donc à Paul Biya justement. Aux dernières nouvelles, c'est l'honorable Joshua aussi, vice-président du Social Democratic Front, qui a été donc élu pour représenter le parti de la balance à la présidentielle à venir. Voilà comment la presse a traité donc de ce premier sujet, et comme vous le savez également, on parle aussi d'autre chose avec la sortie de Fon Victor Mokete, qui est donc l'un des deuxièmes sujets en tout cas de ce programme, mais déjà mutation est restée également sur cette logique avec un autre titre qui a suscité beaucoup de commentaires, comme plusieurs autres tabloïds, donc à sélectionner des volets aussi importants de l'interview que ce monsieur a accordé donc à la presse pour faciliter la compréhension de ses dires, selon mutation justement, en analysant d'ailleurs la crise anglophone. Fort Mokete, qui milite d'ailleurs pour le fédéralisme à 10 États au Cameroun, a fait savoir que sur 60 ministres qui font partie donc du gouvernement camerounais actuel, 10 seulement sont anglophones. C'est ce qui est d'ailleurs contenu dans le journal Mutation souligne que le sénateur est donc allé plus loin pour rappeler que seul Aïdjo était donc plus accessible avec des raisons que l'on a pu évoquer, et c'est lui qui savait gérer en tout cas les multiples crises, et la raison pour laquelle il n'a pas connu autant que Paul Biya
en ce moment. Le quotidien de l'économie qui rappelle d'ailleurs que Tif Moukete défend bien sûr le fédéralisme fait savoir par ailleurs que le doyen du Sénat resté muet durant bien sûr des mois sur la crise anglophone révèle que la solution aurait donc été trouvée depuis si les émissaires que Paul Biya a envoyés dans les régions anglophones donnaient la bonne information, je veux dire le compte rendu fidèle, tout en regrettant d'ailleurs des actes barbares de sang foi ni loi dans les régions anglophones. Pour Tif Moukete, le fédéralisme reste la solution. Merci à vous, Flavien Dogo. On va vous retrouver certainement dimanche pour le même exercice. Merci. Mais vous ne vous éloignez pas, vous nous regardez juste à côté. Bien entendu, à dimanche. À dimanche, Flavien. Et avec vous, bien évidemment, on reste pour la suite de cette émission. Droit de réponse, on vous l'a dit, la dernière du mois de février. On va passer à la présentation du panel de cette émission et je vais commencer justement par mon extrême gauche en introduisant le seul journaliste de ce plateau. Il s'appelle Jean-Baptiste Sipa. Bonjour et bienvenue. Bonjour ma chère consoeur et bonjour à tous nos téléspectateurs. Juste après vous, je vais introduire également un autre invité. Cette fois-là, on quitte carrément le monde du journalisme pour se lancer dans l'analyse carrément politique. Alors, la personne de Joseph Léa Ngoula qui nous rejoint sur ce plateau. Donc justement, je vous disais, il est analyste politique. Il a notamment contribué pour la rédaction de nombreux articles autour des questions de sécurité. Le dernier, celui qui est en cours, s'appelle et intitulé « Le conflit Boko Haram au Cameroun, pourquoi la paix traîne-t-elle » De toutes les façons, il nous aidera à comprendre la crise anglophone et aussi les voies de sortie de cette crise-là. Bonjour Joseph Liangoula, bienvenue à vous. Bonjour à vous, bonjour à l'ensemble des copanélistes, bonjour également aux nombreux téléspectateurs de Equinox. Alors, j'espère que j'ai fait une présentation claire de qui vous êtes vraiment. Oui, seulement vous avez omis un élément, c'est que depuis quelques mois, j'ai considéré qu'il était important pour nous en tant qu'acteurs de la société civile d'œuvrer également pour faire avancer le pays. Et c'est la raison pour laquelle je me suis engagé au sein du mouvement NOW, qui est un mouvement qui a été fondé par le bâtonnier Akéry Mouna, en tant que responsable au coordinateur national à la mobilisation. Et donc je travaille au quotidien avec les groupes pour leur permettre de s'organiser et de conquérir effectivement le terrain politique. Mais on précise tout de même que vous êtes là ce matin en tant qu'analyste politique. Vous allez donc nous donner les différentes évolutions de la crise anglophone et tout ce qui rentre finalement dans le cadre de ces revendications-là. On va également présenter quelqu'un, un visage très connu de la politique au Cameroun. Il s'agit du premier vice-président de l'UDC que vous connaissez tous, en la personne de Cyril Sambaka, à qui on va également souhaiter la bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour Kate, bonjour à tous les co-panélistes et surtout bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors normalement on devrait avoir le quatrième invité qui ne tardera pas à arriver d'un moment à l'autre. En attendant son arrivée, on va rentrer en plein dans cette édition de Droit de réponse avec notamment le premier sujet. On a parlé du congrès du SDF en marche vers Etoudi et puis vous avez tous suivi cette actualité sur Equinox Télévision au cours de ce week-end. L'actualité phare d'ailleurs de ce week-end, c'est celle qui concernait le congrès de ce parti politique. On sait désormais que le candidat du SDF à la présidentielle est connu en la personne de l'honorable Joshua aussi. Et donc il a été élu à 88,39% contre 11,61% pour Forbi Chinda. Une victoire écrasante donc qui ouvre de ce fait les pistes de la course à la présidentielle. La première question est pour vous, Cyril Sambaka. Vous avez certainement suivi l'évolution de cette actualité minute by minute sur Equinox Télévision et en fin de compte on aboutit à l'élection, à la désignation de Joshua aussi comme le candidat du SDF. Comment vous l'avez accueilli cette actualité-là? Pour vous c'était une victoire prévisible également? Je pense qu'au regard des analyses qu'on pouvait faire, c'était prévisible et c'est une bonne chose que ce soit arrivé comme ça parce que ça permet, il y a une convergence. Parce que quand on dit 88% au sein d'un même parti, ça veut dire qu'il y a une convergence. Et s'il y a une convergence, ça éloigne les dissensions. Vous voyez, ça éloigne les dissensions. Donc c'est une bonne chose que ce soit arrivé comme ça, c'était prévisible. Mais ce que j'ai retenu, c'est que le SDF, comme tout parti politique, comme toute institution donc, n'est-ce pas, a fait son travail. C'est-à-dire, vous savez, nous sommes dans un pays où ça vient de partout. Hein? Il faut faire ci, il faut faire ça, on n'a pas aux hommes politiques à être politiciens, etc., etc. Donc je crois que le SDF, comme son président l'a indiqué,
le moment était venu pour lui, n'est-ce pas, de pouvoir céder la main, notamment aux élections présidentielles. Il l'a fait, c'est tout à son honneur, et c'est à l'honneur de ce parti de pouvoir avoir une convergence forte comme ça autour d'un homme, Joshua aussi, qui est suffisamment connu, et on connaît ses positions, on le sait aussi battant. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour le social-démocratique Front, et je crois que, ma foi, tout ce que je peux souhaiter à Joshua, c'est du bon vent. Alors, je précise à votre suite qu'on attend également sur ce plateau un militant fort, une personnalité forte au sein du SDF. Il s'agit de Maître Lavoisier Tiapi qui ne va pas tarder à arriver. On ne saurait parler d'un sujet aussi délicat que le sujet concernant le congrès du SDF sans un membre du SDF sur le plateau. Prenez votre mal à patience, il arrive. Et la seconde question, quand même, je me tourne vers vous cette fois-là, Joseph Léangoula. On a aujourd'hui un autre candidat jeune, en la personne de Joshua aussi, qui va de ce fait se lancer dans la course à la présidentielle. Mais on sait surtout qu'il sera en compétition avec des personnes qui sont aujourd'hui déclarées connues. Le bâtonnier Maître Akerimuna, on a également Maurice Kamto qui sont des figures fortes, également de la politique. À côté, on a un jeune loup aux dents longues, Cabra Libi. Alors dites-nous, quels sont les atouts qui pourraient jouer en la faveur aujourd'hui de Joshua aussi pour contrer tous ces candidats et finalement se positionner comme deux candidats à la présidentielle? Déjà, je voudrais constater un fait, c'est que le SDF est en train d'opérer sa mue. On a été agréablement surpris, notamment par le désistement du chairman et puis par l'arrivée de Joshua Oshie qui inaugure quand même un tournant, en tout cas dans la vie politique de ce parti, un tournant effectivement qui redonne une certaine vigueur démocratique à ce parti, parce qu'au final c'est le peuple qui a décidé, c'est la base du parti qui a pu notamment désigner le candidat qui va les représenter notamment dans le cadre des élections présidentielles. Et donc l'ouverture de ce nouveau chapitre en tout cas inaugure également, ou du moins annonce l'émergence en fait d'une recomposition du champ politique camerounais dans lequel il y a effectivement de nouvelles figures politiques qui apparaissent, qui viennent avec une nouvelle façon de faire la politique, qui viennent avec une nouvelle offre politique. Ils sont nombreux à venir de la société civile. Joshua Oshie est l'une des rares figures, nouvelles figures notamment à venir, notamment du champ politique. J'imagine bien, il y aura effectivement une grosse compétition qui va s'opérer. Il y a des propositions innovantes, il y a des méthodes de campagne, ou du moins des modes de déploiement politique assez innovants qui sont proposés par l'ensemble des candidats. Pour l'instant, le distinguo est assez difficile à établir entre deux, ou du moins la compétition ne sera pas aussi évidente. Joshua Oshie revient, certes, actuellement il bénéficie d'un état de grâce, mais cela pourra s'effriter au bout du temps. Pourtant, s'il veut conserver effectivement cet état de grâce sur la durée, il faudra effectivement qu'il réponde à une attente de l'opinion. Et l'attente de l'opinion aujourd'hui, c'est la coalition des acteurs de l'opposition pour affronter le candidat à la présidentielle, notamment le régime en place, le candidat Biya. Il faut que cet élan puisse être conservé à travers le ralliement avec d'autres forces. Il y a Akerimuna qui a donné l'initiative avec la création de la plateforme pour la Nouvelle République. Ça peut être, par exemple, une aubaine de rejoindre cette initiative et notamment de consolider les forces pour mettre l'ensemble des chances de notre côté et inverser notamment le rapport de force sur le terrain politique. D'accord, on comprend bien cette analyse et on peut tout aussi bien vous l'accorder ce matin. Vous parlez de coalition, c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les Camerounais ces derniers mois. Est-ce que finalement il y aura un candidat unique de toutes les façons? Lorsqu'on parle de candidature unique, les membres de l'opposition nous disent notamment que l'opposition se caractérise par une divergence d'idéologie. Est-ce qu'on pourra mettre cette divergence de côté pour finalement fonder un seul candidat? De toutes les façons, on en reparlera tout au long de cette année, du moins jusqu'à ce que la présidentielle puisse se faire. Et puis, Jean-Baptiste Sipa, vous avez également suivi cette actualité, d'ailleurs vous êtes journaliste, il faut le préciser, et on s'est rendu compte au cours, ou bien quelques heures avant la tenue des élections, qui a pu m'être présenté Joshua aussi comme le candidat du SDF, on s'est rendu compte du désistement de l'honorable Mbandam. Et dans un reportage justement qui est passé sur Equinox Télévision, dans une interview, il a fait comprendre qu'il s'était présenté pour ajouter un peu plus d'ambiance à cette élection et donc attirer le regard du plus grand nombre sur son parti politique, chose qui à Tizi manque cruellement à beaucoup de partis politiques au Cameroun. Alors la question je vous la pose, est-ce que vous avez compris un peu bien ce que l'honorable a voulu dire, ou alors comme beaucoup aujourd'hui, vous êtes de ceux qui pensent qu'il a vu venir l'échec? Je comprends très bien, je continue de comprendre très bien ce qu'il a voulu faire, mais qu'il me pardonne, c'est presque un ami, qu'il me le pardonne. Je pense que ce rôle-là, il aurait pu le jouer au sein de l'Assemblée.
au moment où on attendait que l'Assemblée nationale, en tout cas que le Parlement camerounais, prenne de position. Sa position, ou ce qu'il a voulu dire, son message, aurait été mieux perçu s'il avait agi de la tribune de l'Assemblée nationale pour attirer l'attention sur son parti, si telle est vraiment son intention. Bon, je ne veux pas aller au-delà parce que je sais très bien que dans les partis politiques, les gens sont un peu habités par le pouvoirisme et je ne voudrais pas accuser ça, M. Mbandam, de pouvoirisme parce que je ne sais pas, mais je pense tout simplement qu'il avait une meilleure tribune pour attirer l'attention sur son parti. Vous voyez? Bon, en ce moment-là, il a laissé le rôle au président du parti, mais ce rôle joué par le président du parti était inaudible parce que le président du parti reste président du parti. Lui, il était élu de la nation et patron de son groupe parlementaire. Vous voyez, l'un des avantages qu'on a à être élu député, c'est qu'on a de l'espace. On a une tribune de laquelle on peut parler sans craindre le sous-préfet. Vous comprenez? Et lui, il n'a pas su profiter de cette opportunité. Ce n'est pas en étant candidat à l'élection interne de son parti qu'il attire. Parce que ce disant, il montre son importance, l'importance de sa personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il aurait dû faire valoir ça ailleurs qu'à l'intérieur. Mais est-ce que vous pensez que s'il était allé jusqu'au bout, il aurait eu des chances de battre Joshua aussi? Je ne pense pas, parce que les Camerounais ne sont pas aveugles. Vous savez, on n'élit pas quelqu'un, même au sein d'un parti, on ne choisit pas quelqu'un par hasard. Oshi, c'est quelqu'un qui a montré qu'il était présent, qui a montré qu'il incarnait son parti. Il ne s'est pas retranché dans son coin. Et dites-moi, depuis que Mbandam est devenu député, vous pensez qu'il y a combien de Camerounais qui pensent encore à lui ou qui pensaient encore à lui avant qu'il se présente comme candidat à l'élection, à la candidature de son parti? Vous savez, la vie politique, c'est une activité et c'est une activité permanente. Lorsque vous êtes un élu du peuple, vous avez un espace qui est rare au Cameroun. Et quand vous n'en profitez pas pour être visible, pour être entendu, vous ne pouvez pas venir en dernière minute penser que vous allez affronter quelqu'un comme Oshi et qui en termes de visibilité a quand même été très présent ces dernières Bien années sûr. sur les médias, Par a contre, pris position sur à peu près tous les sujets de société qu'on a eu à voir, contrairement à l'honorable Mbandam qui lui était un tout petit peu en retrait. Ce qui fait dire aujourd'hui aux observateurs que... Qui s'était presque caché, parce que il faut dire ça comme ça, hein, je suis sévère, mais je suis sévère parce que je sais que un homme politique qui est élu doit profiter de sa position. Ça, je ne cesserai pas de répéter ça. Vous ne pouvez pas avoir un mandat du peuple, un mandat national, et vous allez le cacher sous la table. Quelle que soit la menace qui pèse sur vous. Bon, maintenant, il a eu la sagesse de désister. Bon, ça c'est une caractéristique nouvelle du SDF, où la première garde commence à comprendre qu'il faut laisser émerger les cadets sociaux. D'accord. Sinon, on tue le parti. Et je vais saluer l'action de M. Frundi, qui, en jetant l'éponge avant le combat, a en fait permis de fermer une page hideuse de l'autocratie dans le SDF et a rouvert une nouvelle page pleine d'espoir avec quelqu'un qui a de l'avenir. D'accord. Vous parlez de jeter l'éponge. Je ne sais pas si le SDF serait d'accord avec cette expression. Et quand on parle de SDF, on a justement son représentant sur ce plateau, vous l'annoncez tout à l'heure. Il est là depuis un moment. Maître Lavoisier Tiapi, bienvenue à vous. Bonjour. Merci, bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinos. Alors, on vous prend tout de suite à chaud. Jean-Baptiste Sipa parlait tout à l'heure du chairman qui a jeté l'éponge. Est-ce que c'est comme ça que vous percevez son retrait au sein du Social Democratic Front? Non, ce n'est pas jeter l'éponge. Frodi a prouvé qu'il est un très grand démocrate. En même temps doublé des nationalistes vraiment hors pair.
Parce qu'il vous souvient que c'est le courage de John Froundi qui ouvre la scène politique au multipartisme en 1990, lorsqu'il lance sous les bombes le SDF. Aucun autre Camerounais n'avait le courage de poser de tels actes. Et par la suite, le chairman s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle. Il a porté le manteau de la lutte pour le changement. Lorsqu'il a compris que ça ne peut pas passer par lui, en toute sagesse et dans l'amour de son pays, il a passé le flambeau. Parce que la scène qui s'est passée à Bamenda samedi matin est une scène pleine de symboles, à savoir le passage du témoin. Et je vais vous dire que c'est Froundi qui pousse aussi à se présenter comme candidat du parti à l'élection présidentielle. Donc c'est pour dire qu'il n'a pas tellement jeté l'éponge. Et vous savez que le fils de Froundi était pratiquement le directeur de campagne de Ossi. Ça veut dire que Ossi n'a pas agi sans l'aval et le soutien de Froundi. Et quand... non, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est un père qui pousse son fils à l'avant et pour dire qu'il continue le combat que j'ai commencé depuis 1990. Et je parlais de la scène qui a eu lieu à Bamenda samedi matin, à savoir que après l'élection, pratiquement le plébiscite de Joshua aussi par les congressistes, le chairman avait prévu cette scène où il lui passe le témoin. On avait prévu faire un tour de ville, mais pour des conditions de sécurité, les autorités nous ont demandé de ne pas le faire pour des conditions de sécurité. La scène se passait à l'intérieur de la salle du congrès. Le chairman a pris le drapeau du parti, a fait un tour, et l'a passé à Ossi, qui a également fait le tour de la salle, le tour des délégués, en saluant les délégués, à tenir ce flambeau pour dire qu'il continue la lutte que le chairman a commencé. Je pense donc que ça n'a pas été pour le chairman un abandon de lutte, ça a été plutôt une expression de sagesse, à savoir que le chairman comprend qu'aujourd'hui, la fougue de la jeunesse est celle qui amène le changement. On l'a vu au Sénégal, c'est les jeunes qui ont poussé Abdoulaye Wade à laisser le pouvoir, c'est les jeunes qui ont poussé Compaoré à partir au Burkina Faso. La jeunesse joue un très grand rôle. Vous voyez au Congo le rôle que la jeunesse est en train de jouer pour pousser Kabila à laisser le pouvoir. Donc, Froundi a compris que la jeunesse africaine à ce jour est pratiquement celle qui soutient et qui porte la lutte pour l'alternance dans la plupart des pays où les dictateurs tentent de se maintenir au pouvoir. C'est la même chose au Cameroun et je pense qu'avec Joshua aussi, qui, je le répète, Joshua aussi ne porte pas que les espoirs du SDF. Joshua aussi porte les espoirs d'une nation. Parce qu'avant le congrès du SDF, les populations dans les 10 régions nous ont recommandé de désigner Joshua aussi. À la fois, même au sein du RDPC, les gens nous ont dit, si vous prenez ce monsieur, même nous qui sommes dans le RDPC, nous serons d'accord avec vous. Donc, les espoirs de aussi vont au-delà du SDF pour incarner pratiquement les espoirs de la nation. Et je pense que le SDF, en ce faisant, lance un message de démocratie aux autres partis politiques. Pour dire, voilà comment est-ce que l'alternance peut se faire et comment est-ce qu'on peut mobiliser les patriotes, les nationalistes pour qu'on porte la lutte pour l'alternance à la victoire. D'accord. On va pousser la chose un peu plus loin. Je ne sais pas si vous avez lu le tweet de Issa Chiroma Bakary dans lequel il dit notamment que le chairman a fui le combat parce qu'il avait peur une fois de plus de se faire battre par Paul Biya comme à toutes les élections depuis 92. Vous avez lu ce tweet? Non, vous savez, Chiroma, c'est... Je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un opportuniste politique. C'est le ministre de la Communication. Vous pouvez bien commencer par là. C'est un citoyen, mais c'est un opportuniste politique. Issa Chiroma défend les intérêts, défend ce qui lui revient et ne défend pas la cause de la nation. Parce que Issa Chiroma, vous vous souvenez, il était opposant en 2004. J'ai les discours que Issa Chiroma a prononcés dans le cadre de la coalition pour le changement. Les discours qu'il a prononcés contre Paul Biya. Ça a été surprenant que ce monsieur se retrouve avec lui et qu'il fustige aujourd'hui les camarades qui l'ont soutenu et avec qui il a fait chemin hier. Ça veut dire que Issa Chiroma n'a pas de conviction politique. Il suit des intérêts personnels, égoïstes, et je pense que faire un commentaire sur ce qu'il dit, c'est lui donner un peu de poids. Je pense que ce n'est pas notre rôle
d'encourager ce genre d'hommes politiques. D'accord, je vous remercie, Maître Lavoisier Tiapi, et dire également qu'au cours de la semaine, on a eu ce message du ministre de la Communication qui a bien précisé que son parti politique accompagnerait le président de la République, du moins le RDPC, dans la chasse finalement à ses postes au cours de la présidentielle et même des élections en 2018 de façon générale. Et ça me permet de vous introduire, Cyril Sambaka, avant de revenir à Jean-Baptiste Sipa. On a pu voir également au cours de ce congrès du SDF une sorte de balai des membres du RDPC. On revenait notamment sur la présence de Grégoire Ouona, qui est le secrétaire général adjoint à ce parti politique. On s'est demandé en quelque sorte l'intérêt que le RDPC pouvait avoir à se rendre à un congrès comme celui que tenait le SDF ce week-end. Oui, je pense que le RDPC se rend à tous les congrès. En principe, le RDPC a un représentant à tous les congrès des autres partis politiques, des conventions. Nous avons tenu notre convention, le RDPC était là, comme d'autres partis politiques. Je pense que c'est une lecture erronée que de penser que le RDPC aurait des intérêts. Oui, le RDPC, le seul intérêt que le RDPC a, c'est de se maintenir au pouvoir. Oui. Si maintenant l'interprétation de sa présence peut l'aider à cela, ils ne vont pas jeter ça à la poubelle. Mais ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est qu'un congrès, c'est un moment important pour un parti politique, c'est une institution. Il y a le discours de politique générale qui doit être prononcé et tout homme politique attentif doit pouvoir écouter ce discours, l'analyser et puis savoir, ma foi, où le parti va. Donc, que le RDPC soit présent là-bas, ça ne devrait choquer personne. Ça ne devrait choquer personne. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le SDF, et je pense que c'est important de le dire, n'a pas attendu que ce soit des pressions qui l'amènent à la situation où il s'est trouvé. Vous voyez? Ce sont des raisons propres, internes au parti qui ont estimé qu'il fallait faire cette transition. Vous voyez? Parce qu'on a toujours cette confusion-là à penser que, parce que John Froundi a un certain âge, il fallait qu'il parte pour les jeunes. Vous savez, les jeunes, ce sont des gens qui sont très importants dans une nation, mais ils doivent prendre conscience eux-mêmes, prendre conscience, c'est-à-dire militer, prendre conscience et opérer le changement le moment venu. Parce que si nous avons des jeunes, comme nous voyons là, qui n'ont pas pris la conscience de la citoyenneté, qui n'ont pas pris la conscience d'appartenir soit à une association, soit à la société civile, soit au parti politique, il est difficile qu'on parte d'un vieux, entre guillemets, à un jeune s'il n'a pas fait ses classes. C'est dans ces échanges-là qu'il y a entre les générations plus âgées, dirais-je, et les jeunes qui permettent à ces jeunes de rattraper très vite le temps. Parce que vous savez, le Cameroun est l'un des pays qui n'a pas, depuis la démocratie, fait une transition. Nous n'avons pas encore connu de transition au Cameroun, ce qui fait que ça pose un certain nombre de problèmes, de compréhension même de la chose politique. Vous savez, les gens parlent. Mais quand on entre dans les analyses, on comprend que la politique, c'est une course de fond. Une course de fond avec des pointes de vitesse. Le SDF vient d'opérer une pointe de vitesse, c'est comme ça que nous l'appelons en politique, mais il y a la forme et il y a le fond. Et en politique, je pense que ce qui est le fond manque énormément au Cameroun. C'est la raison pour laquelle on a l'impression que les partis politiques ne font rien. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas interrogés sur ce qu'ils proposent aux gens, comment dirais-je, leur idéologie, leur programme. Et je pense que... Est-ce qu'on devrait interroger un parti politique sur son programme? Il doit communiquer. Il doit communiquer, moi je vous le dis. On communique suffisamment. Mais est-ce que ça intéresse le citoyen? Parce que le citoyen doit d'abord prendre conscience de sa citoyenneté. Est-ce que les méthodes de communication pour le citoyen sont appropriées? Les méthodes sont appropriées, mais c'est l'adversaire qui est coriace. Vous savez, ceux qui nous gouvernent, et dans leur technique de conservation du pouvoir, ont saucissonné les partis politiques de l'opposition. C'est ainsi que vous allez entendre. Dès qu'il y a un leader, on dit c'est le parti de telle région, c'est le parti de telle région. On dit ça fait longtemps qu'il est au pouvoir.
de son parti politique, pourquoi il ne part pas comme si c'était ça la solution. Vous savez qu'il y a des partis politiques qui ont déjà changé 4 présidents, 3 présidents, etc. Mais ça n'a pas poussé le peuple à adhérer massivement à cela. Donc ce n'est pas un critère valable, il faut le savoir, mais il faut être mûr. Il faut être citoyen pour le comprendre. Parce que ce sont des diversions qu'on envoie. Et ma foi, le candidat unique de l'opposition. Voilà encore un autre problème. 26 ans après, les Camerounais n'ont pas encore compris que le candidat unique de l'opposition, c'était une fabrication du parti au pouvoir, parce que, ayant commandé des études et ayant vu que dans le système où nous sommes, il est impossible d'y arriver. La solution étant les élections à 2 tours. Mais on a pris les élections à 2 tours, on a presque mis dans un tiroir. Et on continue à parler d'un candidat de l'opposition qui n'arrivera, je vous le dis, jamais. Il n'arrivera jamais parce que tout le monde est en train de se préparer pour aller au présidentiel. Vous comprenez? Et il ne faut pas qu'on soit surpris de cela. C'est-à-dire, ce qu'on doit faire, c'est amener les Camerounais à voter, n'est-ce pas, comme bon leur semble. Parce que si on attend la candidature unique, ça va être très très difficile parce que les années antérieures, nous l'avons préparé pendant 2 ans, 3 ans. Vous voyez? Mais cette année, nous sommes à l'année électorale et rien ne s'est encore fait. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre quelque chose de cela. Moi, je le dis avec mes 26 ans d'expérience, que ce n'est pas de là que sortira. Si nous nous étions unis autour de ce qui nous réunit, pourquoi nous sommes d'accord, c'est-à-dire des élections à 2 tours, peut-être que cette revendication aurait abouti. Mais j'ai l'impression que cette revendication n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'aller en campagne. Et aller en campagne, ça pose aussi un autre problème que ceux qui vont en campagne doivent savoir. C'est qu'on ne cherche pas à avoir des votants dans l'opposition. L'opposition va vers le parti au pouvoir et vers les militants et les sympathisants du parti au pouvoir pour les ramener. C'est pour cette raison que si vous entrez dans le forum de l'UDC, vous allez toujours voir que nous annonçons ceux qui sont partis du RDPC pour venir vers nous. Mais on ne peut jamais se mettre à annoncer le fait que les gens sont partis du SDF vers l'UDC parce que nous avons le même moule, du moins, de votants. Vous comprenez, pour l'opposition. Donc si l'opposition interchange ses militants ou ses sympathisants, ça n'apporte rien de plus aux élections. Parce que les élections, c'est aller prendre chez ceux qui nous gouvernent pour ce qui suppose donc beaucoup d'humilité et une ouverture que beaucoup pensent condamner, alors qu'en réalité, nous devions agir comme des gens qui allons vers ceux qui sont au pouvoir et déçus pour les amener vers nous. Merci Cyril Sambaka, vous avez posé là les jalons quand même d'une très bonne analyse qui va permettre à beaucoup de comprendre pourquoi l'opposition ne se met pas ensemble, pourquoi les coalitions vont peut-être aller droit au mur. Et pendant que vous étiez en train de parler, il y a Jean-Baptiste Sipa qui a eu envie de rebondir, je ne sais pas si c'était sur ce que vous avez dit ou sur ce que Lavoisier Tiapi était en train de dire. De toutes les façons, vous avez la parole, Jean-Baptiste. Oui, merci beaucoup. Je voulais d'abord réagir par rapport à ce que disait Lavoisier, le rassurer. Parce que quand je parle de jeter le pont, ce n'est pas par rapport à la présidentielle. D'accord. Contrairement à ce que pense, comment vous l'appelez encore, Issa Chiroma, votre ministre de la Communication. Voilà, voilà un ministre de la Communication du gouvernement qui va tirer sur le leader d'un parti en congrès où le parti du président de la République se trouve en visite d'amitié, si je peux vous garantir qu'il ne parlait pas en tant que ministre de la Communication, hein, mais comme homme politique. Ben justement, quand on est ministre de la Communication d'un gouvernement, il faut savoir se taire quand on n'est pas en fonction, quand on n'est pas en mission. Surtout lorsqu'on est chef d'un parti politique, parce que ça donne une impression de cacophonie. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord que, je crois que d'ailleurs je l'ai dit à l'entame ici, comme en 90, le SDF vient d'ouvrir dans ses pratiques une nouvelle page. Et cette nouvelle page montre que malgré tout, malgré le fait que l'administration publique en est renacle, malgré la volonté des sous-préfets d'empêcher l'évolution démocratique,
il y a un frémissement dans l'avancée de la démocratie. Lorsque, dans un parti politique, le dirigeant dit « je ne suis pas le candidat naturel du parti », c'est un signe fort. Parce qu'être candidat naturel d'un parti signifie qu'on n'admet pas on gère le parti selon la pensée unique. Donc on refuse d'avance l'alternance. Et ça, Froundi vient de démontrer que cette pratique-là, il faut l'oublier et laisser avancer la démocratie. La coalition dont on parle, et là je reviens encore à Tsapi, il a dit quelque chose d'extrêmement important. Même si les populations n'avaient pas demandé au SDF d'investir Oshi comme candidat, je crois qu'aujourd'hui, un candidat du SDF à la présidence de la République ne peut pas se considérer comme le candidat de son parti. Seulement. C'est ça justement qui empêche notre processus démocratique d'avancer. Les gens croient que quand ils sont candidats, ils sont peut-être candidats à leur parti parce qu'ils sont investis. Mais derrière, quand ils sont élus, ils continuent de penser qu'ils appartiennent, qu'en tant qu'élus, ils sont les élus de leur parti. Ils sont élus de la nation. Si le président de la République, il est président des Camerounais, élu par les Camerounais. Aucun parti politique ne peut élire un candidat à la présidence de la République. Parce que pour le faire, il faudrait que tous les électeurs du Cameroun soient membres de ce parti. C'est vrai. Ce sont les Camerounais qui votent. Oui. Donc aucun candidat ne peut venir dire que vous êtes candidat parce qu'il y a eu un acte formel conformément à la loi pour vous investir. Mais vous êtes candidat de la nation, vous vous adressez au peuple camerounais. Et comme dit le vice-président Sambaka, nous devons comprendre que dans ce pays-ci, ce sont les électeurs qui ont la parole. C'est le peuple qui est souverain. Le problème, et nous il faut le déplorer ici, c'est que nous avons un gouvernement qui essaye de confisquer, depuis 35 ans, de confisquer cette souveraineté populaire. Et peut-être un peuple qui ne se rend pas suffisamment compte du pouvoir qui est le sien. Mais pour vous rendre compte de votre pouvoir, il faut que vous en soyez informés. Et justement, la démarche du pouvoir en place est d'empêcher le peuple d'être conscient de son pouvoir, de lui montrer qu'il n'a pas de pouvoir, justement. Vous voyez, quand on fait un pont, quand on balaye on recrute des gens pour balayer le trottoir, tout le monde remercie le président de la République d'avoir permis qu'on balaye le trottoir. Personne ne pense plus que le peuple doit exiger du président de la République que le trottoir soit balayé. Parce que le système politique au Cameroun vise à déposséder le citoyen de son pouvoir et à lui faire croire qu'il n'en a pas. Comment faire pour inverser la tendance? Eh bien, pour inverser la tendance, il faut que le système gouvernant aujourd'hui change. D'accord. On n'a pas à se cacher, mettre la langue dans la poche pour dire ça. Il faut que ça change. Si M. Biya ne peut pas comprendre ça, ben, il est temps qu'il fasse comme Jean Froundi. Ok. Avant de revenir à vous, oui, allez-y rapidement. Une clarification, parce que beaucoup de gens ont estimé que la désignation de Joshua aussi et le maintien de Froundi comme président du SDF, ça va rapidement apporter des dissensions, ça va apporter du désordre, etc. Je voudrais rassurer les uns et les autres que les statuts du SDF sont assez clairs. La fonction de président national du SDF est incompatible avec la fonction de président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en 1992, John Froundi avait été confirmé président de la République, il démissionnait immédiatement de la présidence du SDF. Donc les deux fonctions sont incompatibles. On ne peut pas les occuper, une même personne ne peut pas les cumuler. Et le conflit qu'il y a eu entre Ahidjo et Biya, c'était justement parce que les statuts de l'UNC et du RDPC ont fait du président national du parti président de la République. Les deux fonctions sont cumulées par une seule personne. Et ça crée conflit. Dans le SDF, les deux fonctions sont séparées de manière à ce que le président de la République est détaché du parti. Ça le libère et ça lui donne les mains libres
pour gérer le pays, non plus en tant que président d'un parti, mais pourtant, président de tous les Camerounais. Mais pourtant, les années antérieures, du moins au cours des élections antérieures, en tant que chairman, John Fundi, par exemple, a voulu accéder à la présidence. Comment cela se serait passé? Il aurait démissionné du parti? Oui, absolument, c'est ce que j'ai dit. S'il est élu, si les résultats des élections sont proclamés et que le président national du SDF est élu président de la République, dès le lendemain, il démissionne de la présidence du SDF pour permettre l'élection d'un autre président national du parti. La précision... Donc ça fait que on ne devrait pas avoir peur de ce qu'il risquerait d'avoir un conflit de ce genre-là. La précision également en vaut la peine. On a notamment également observé au cours de la semaine cette tension qui pesait sur la tenue de ce congrès, notamment avec les menaces sécessionnistes à l'endroit du STF de façon générale. Et ce qui a un peu plus marqué finalement l'actualité au cours de cette semaine, c'est la sortie du chairman John Fundi qui adopte une certaine posture. Il a dit, je cite, une phrase choc qui a été répétée dans plusieurs journées, même dans plusieurs émissions de débat: je suis plus maquisard que vous. Une action qui a peut-être été comprise des sécessionnistes parce qu'on s'est rendu compte que le congrès du SDF s'est déroulé sans problème. Alors la question, je vous la pose à vous, Léa Ngoula, dites-nous, est-ce que le chairman, en affirmant, en déclarant en quelque sorte aux sécessionnistes qui n'allaient pas courber les chines face à eux, a fait preuve de beaucoup de courage, ou alors, comme une certaine frange de la population, vous estimez qu'il a un tout petit peu prêté le flanc aux jeux sécessionnistes? En tout cas, ce qu'on peut observer durant la semaine du Congrès, c'est que les forces séparatistes ont réussi notamment à empêcher le SDF de tenir son congrès dans les endroits qui avaient été initialement arrêtés. Donc ça montre quand même qu'ils avaient une influence, ils ont réussi à modifier la décision du parti. Et la position qu'a affichée, notamment le chairman, ne peut apparaître que comme une position assez courageuse, vivant notamment dans la ville de Bamenda, qui est aujourd'hui l'un des théâtres de la confrontation entre l'armée et les forces séparatistes. Et tenir ce genre de position, je pense que c'est une position assez courageuse que tout naturellement on invite l'ensemble des autres leaders politiques à tenir. Montrer effectivement qu'on est opposé à cette idée de sécession, qu'on est contre la logique guerrière pour effectivement adresser les revendications politiques, mais entre-temps également inciter le pouvoir en place à aménager des voies de dialogue pour permettre effectivement à l'ensemble des acteurs de discuter, de poser les griefs sur la table et notamment d'amoindrir en tout cas la masse des militants au sein des forces sécessionnistes. Donc voilà en tout cas la lecture que je fais de la position du chairman, et je pense effectivement qu'elle devrait être suivie par l'ensemble des autres acteurs aussi. Mais de toutes les façons, une chose est certaine, c'est que le Congrès s'est tenu sans grand fait majeur, du moins au niveau de la sécurité. Et il y a également un autre fait qui a marqué, qui a attiré l'attention des uns et des autres au cours de ce congrès, qui, il faut le rappeler, était diffusé sur Equinox Télévision. C'est qu'on s'est rendu compte de l'énorme déploiement sécuritaire qu'il y a eu autour du congrès. Comment comprendre cette réaction des autorités de la ville, des autorités administratives? Est-ce que c'est seulement parce que c'est le SDF qu'on a fait, on a sorti tout ce dispositif, ou alors cela aurait pu être valable pour les autres partis politiques ou même pour n'importe qui dans cette région? Les forces de défense et de sécurité camerounaises ou aussi les forces de maintien de l'ordre ne sont pas des gardes prétoriennes. Elles ont pour objectif effectivement de maintenir l'ordre et de protéger tous les Camerounais indépendamment de leur appartenance politique, indépendamment de leurs origines. Et je pense que c'est dans cette logique que s'inscrit en tout cas le déploiement qui a été fait. Le congrès du SDF présentait effectivement beaucoup de dangers puisque on a une force, on a des mouvements, des groupuscules sur le terrain qui sont dans une logique de ni-ni, c'est-à-dire ni élection, ni BIA, et qui sont prêts à entretenir un climat de guerre dans la région, notamment pour faire exécuter leurs directives. Et donc il allait de soi que les autorités camerounaises avaient justement face à une telle posture le devoir notamment de mettre en place en tout cas de renforcer le dispositif sécuritaire pour permettre à ce congrès à grand danger notamment de se passer dans les meilleures conditions. Et je crois que c'est ce qui explique effectivement ce fort déploiement. D'accord. Lavoisier Tiapi, dites-nous, au cours de ce congrès, est-ce que vous étiez inquiété de votre sécurité pendant même votre voyage, quand vous avez décidé de quitter votre lieu de résidence pour Bamenda? C'était dans quel état d'esprit? C'était dans un esprit de peur, parce que vous voyez le jour de l'ouverture du congrès du SDF, c'est-à-dire le jeudi 22, était un jour déclaré ville morte à Bamenda. Et lorsque c'est les sécessionnistes qui lancent ce mot d'ordre, c'est tout le monde qui le respecte. Donc les agences de voyage avaient reçu des menaces pour dire que si un seul bus d'une agence de voyage transporte les délégués du SDF, cette agence sera incendiée.
les taxis, les motos-taxis, tous ont été intimidés, de manière que dès jeudi à 6 heures, il n'y avait personne, aucun oiseau dehors. Les seuls véhicules qui arrivaient étaient les véhicules qui venaient hors de la région de l'Ouest, hors de la région du Nord-Ouest, avec les délégués du SDF. Et pendant toute la journée de vendredi, il était difficile à nos délégués de se déplacer parce que la ville était complètement à sec. Tout était fermé. Aucun taxi ne circulait, aucun véhicule, aucune moto ne circulait. Ça a été extrêmement pénible, mais nous avons bravé ces difficultés-là. Moi-même, lorsque je suis arrivé dans la ville de Bamenda la veille, on nous a dit ne dormez pas à l'hôtel parce qu'on peut vous kidnapper, etc. Mais donc vous avez passé la nuit au palais des congrès? Non. J'ai pris une chambre d'hôtel et beaucoup de délégués ont pris des chambres d'hôtel. Beaucoup. Des gens ont réservé des chambres d'hôtel, ils les ont occupées. Il n'y a pas eu de grands dégâts, ça a été plus de peur que de mal parce que dans la journée de vendredi, comme vous l'avez remarqué, les forces de l'ordre se sont déployées en masse. Ce n'est pas des forces de l'ordre d'un homme, au service d'un homme, ils sont au service d'une nation, au service d'une patrie. Et le doyen Jean-Baptiste l'a rappelé tout à l'heure. C'est des gens qui sont financés avec des impôts de tous les Camerounais. Et les équipements qu'ils portent sont financés par les impôts de tous les Camerounais. Donc ils ont le devoir de protéger tous les Camerounais. Bon, je pense aussi que le fait que nous ayons tenu ce congrès à Bamenda a fait en sorte que les sécessionnistes qui sont anglophones sont quand même sympathisants de leur population. Parce que vous allez voir que ces sécessionnistes ne s'attaquent pas régulièrement aux populations du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Ils s'attaquent aux forces de maintien de l'ordre. Et on a vu peut-être un cas rare aux autorités administratives. Ils ne s'attaquent pas à la population. Donc, nous nous sommes mis dans la tête que tout compte fait... Tant que cette population respecte ce qu'ils demandent, ils ne s'en prennent pas elles. Oui, bon, même si elle ne respecte pas ce qu'ils demandent, je ne pense pas qu'ils feraient grand-chose contre cette population qui les protège aussi. Parce que, vous voyez, les sécessionnistes sont dissimulés dans la population. Ce n'est pas une force militaire qui est regroupée quelque part. Et puis, je crois qu'ils n'ont pas intérêt à s'attaquer à la population. D'accord. Et c'est pour ça que, tout compte fait, on a eu de la sérénité dès le vendredi. Et on a tenu ce congrès dans la paix les 2 jours qui ont suivi. Ok, et puisqu'on est dans le cadre de la crise anglophone, on va passer à la deuxième thématique de cette édition. On parle là notamment de l'évolution des moyens de pression de ces sécessionnistes et même de la forme de radicalisation. Et en tout début de semaine, il y a une actualité forte qui a marqué justement, qui a été visible sur à peu près tous les journaux du Cameroun. C'était la sortie finalement du doyen d'âge, du sénateur Fon Moukete, qui a justement donné une interview à Jeune Afrique, interview dans laquelle il n'a pas hésité à faire des déclarations fortes contre le président de la République, contre la méthode de gestion finalement de cette crise anglophone et également des déclarations contre ce qu'il a appelé l'inaccessibilité de ce président-là. Jean-Baptiste Sipa, on sait le doyen d'âge finalement du Sénat friand de ce genre de déclarations. Alors pourquoi est-ce que, ou alors comment comprendre le fait que cette sortie précisément ait pu faire beaucoup de bruit? Je ne sais pas s'il en est friand, mais de toute façon, à son âge, et étant anglophone, je crois qu'il se devait, c'était un devoir moral de prendre ce type de position. Je déplore encore une fois qu'il n'ait pas eu l'opportunité de le faire du haut de la tribune du Sénat, parce que ça aurait eu une portée. Mais il a quand même raison, il est dans son droit de déclarer tout ce qu'il a déclaré. Moi, j'ai lu et je suis entièrement d'accord avec lui sur tous les plans. Maintenant, on peut faire des interprétations. Je crois avec lui que la forme de l'État qui convient au Cameroun aujourd'hui, c'est la décentralisation, c'est la fédération. Parce que, qu'on ne nous trompe pas avec le mot décentralisation, une fédération, c'est clair. On définit le rôle des États. Une décentralisation est relative. On peut faire ce qu'on veut. Au Cameroun, ce qu'on a appelé la décentralisation se traduit sur le terrain par une simple déconcentration des services publics. Donc on nous trompe, on dit qu'on a élu les maires, que ces maires sont responsables de tout. Ils n'ont aucun moyen d'action. Qu'on a fait transférer les compétences, on n'a rien transféré du tout. Parce que les fonctionnaires qu'on transfère dans les communes continuent de se comporter comme s'ils appartenaient à l'administration centrale. Le budget est géré par les préfets.
et les sous-préfets. Donc c'est une décentralisation de forme. Parce qu'une décentralisation au sens démocratique et authentique du terme doit signifier la dévolution des pouvoirs politiques. À partir du moment où le gouvernement n'accepte pas cette dévolution des pouvoirs politiques aux autorités locales, mieux vaut avoir une fédération où chaque État fonctionne de manière autonome. Il y a plein de pays dans le monde qui sont des fédérations et qui construisent le bonheur de leur peuple et qui vivent en paix. Le président de la République connaît très bien un de ces pays-là, puisque c'est pratiquement le sien. Vous voyez, quand on parle de fédération, il faut regarder la Suisse, comment ça fonctionne. Il y a même les questions de langue. Au Canada, le Canada est une fédération. Et vous avez là-bas une région dont la langue officielle est le français et le reste dont la langue officielle est l'anglais. C'est-à-dire que je ne comprends pas quel est le problème au Cameroun. Les gens ont peur qu'on ait des régions où, dans certaines régions, on pratique l'anglais et dans d'autres où on pratique le français. On peut concevoir un système de gouvernement où chacun ne pratique les deux langues que pour autant que ça lui est utile. Utile dans sa vie, utile dans ses affaires, utile dans l'éducation de ses enfants. Mais où la langue officielle dans une région est... D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas une fédération avec le Fufulde comme langue dans certains États fédérés du Cameroun. Puisque vous savez très bien qu'il y a une immensité de Camerounais qui ne comprennent ni le français ni l'anglais et qui sont des habitants d'une région qui auraient besoin d'être gouvernés de manière autonome parce qu'ils ont des problèmes spécifiques. Donc, moi, je suis d'accord avec Chief Mukwete que nous devons évoluer vers un État fédéral qui est dit fédéral. Lui, il parle de 10 États parce que nous sommes maintenant 10 régions. Mais on peut concevoir d'avoir plus de 10 États. Par exemple, que le Douala peut devenir un district, Yaoundé peut devenir un district. Voilà des villes qui sont aujourd'hui capables d'avoir la même consistance qu'un État fédéré. Pourquoi il n'y en aurait pas 12? Pourquoi pas 15? La forme de l'État doit permettre... Pourquoi pas 4 qu'on propose? Pourquoi pas 4? Il y a des gens qui proposent 4, ils ont des arguments. Il faudrait que tous ces arguments-là se retrouvent autour d'une table, que dans un dialogue inclusif, on en discute pour voir les avantages et les inconvénients et qu'on se concilie sur une forme consensuelle. Voilà comment ça doit se gérer. Sinon, tout ce que nous faisons là, c'est du bavardage. Alors, il faut préciser qu'en plus du fédéralisme, il a également précisé, le Fonds Mukwete, que les anglophones étaient extrêmement marginalisés. Des déclarations qui arrivent à un moment, certes, où elles sont tout aussi importantes, mais on peut aujourd'hui, Maître Lavoisier-Tiapi, se poser la question de savoir pourquoi maintenant, pourquoi pas avant. Il aurait pu faire cette sortie au tout début de la crise anglophone, que cela aurait pu aider finalement cette crise à trouver quelques voies de solution. Alors pourquoi maintenant? Oui, je comprends un peu l'embarras du chef Mukwete parce que, voyez-vous, une grande partie de la rébellion dans la crise anglophone se passe chez lui. Les départements d'Indiane et les départements de Manfé, où il y a le plus grand nombre d'atrocités, où la guerre fait rage, où les villages sont incendiés, c'est proche de Kumba. Et cela fait qu'il y a un exode massif dans la région, dans la ville de Kumba. Et les chefs traditionnels du sud-ouest se sont réunis à Kumba justement pour chercher un remplacement à chef Mukwete parce qu'il est le chef de l'association des chefs du sud-ouest. On n'a pas pu trouver, parce que beaucoup de chefs supérieurs sont réfugiés à Kumba, ne peuvent plus rentrer chez eux parce que l'armée a détruit tous les villages, on a tout incendié. Alors ça a été tellement difficile que on a été obligé de maintenir chef Mukwete pour un mandat provisoire en attendant que peut-être qu'il y ait une solution à la crise anglophone. Donc il vit cette crise au quotidien, il vit les atrocités au quotidien. Et je crois que cela l'a fait sortir des ses gonds. Et il vous souvient que au début d'ailleurs de cette crise, les plus grandes atrocités avaient été commises contre les avocats de Kumba qui étaient descendus dans la rue. Donc je comprends parfaitement sa posture et je me réjouis de ce que une telle déclaration vienne
des membres du bureau politique et du comité central du parti au pouvoir. Ça veut dire que même dans le parti au pouvoir, on commence maintenant à comprendre où sont les intérêts pour le développement et la démocratie du Cameroun. Et si cela est fait, je pense que ce serait une très bonne chose pour nous. La deuxième chose, c'est que il faut comprendre aujourd'hui que de 68 à 2018, de 1958 à 2018, ça fait 60 ans de règne francophone. Les francophones ont échoué à amener la démocratie et le développement au Cameroun. Il est temps qu'on essaye la gouvernance d'un anglophone. Et je pense que la sortie de Chef Mokete pourrait relancer le débat dans ce sens-là. À savoir que, vous savez, les anglophones, moi je suis arrivé à Boya en 1970, les anglophones ne connaissaient pas, ils ne connaissent pas le vol, ne connaissent pas les détournements de fonds. Tout ça là, les anglophones ne connaissent pas, c'est des gens extrêmement honnêtes. Et c'est le mixage avec les francophones qui a fait que certaines habitudes changent chez eux. La gouvernance anglophone, c'est une gouvernance qui privilégie le contact direct avec la population. La population est mise au centre de la gouvernance anglophone, contrairement à la gouvernance française que nous appliquons dans le Cameroun en francophone, et qui fait que, comme le doyen Jean-Baptiste, je le cite à nouveau parce que c'est un sage parmi nous, comme il a dit tout à l'heure, la gouvernance francophone cherche à dépouiller le pouvoir, le peuple de son pouvoir, et à faire que le moindre déplacement d'un ministre, un ministre veut aller faire les funérailles chez lui sur haute instruction du chef de l'État. La gouvernance francophone de type camerounaise, il faut bien préciser. De type camerounaise, et même dans les autres pays francophones, dans certains autres pays francophones, on le ressent. Donc moi je pense que le moment est venu pour que les Camerounais lorgnent vers les anglophones. Et qu'on porte un anglophone au pouvoir, parce que ce sera une gouvernance de type nouvelle, une gouvernance qui sera différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et une gouvernance qui sera porteuse d'espoir. Mais comment ce président anglophone, en qui vous voyez toutes les qualités, pourrait aujourd'hui corriger les déformations de caractère au niveau du Camerounais lambda? Vous êtes en train vous-même de dire que les francophones ont certaines manies qu'on ne retrouve pas forcément chez les anglophones, et on sait les francophones majoritaires. Comment cela pourrait se faire? Est-ce qu'un président de la République droit avec toutes les compétences suffirait? Tout à fait. Vous savez, on dit chez nous en français, l'exemple vient d'en haut. Un président anglophone devra forcément insuffler le système, insuffler le caractère, les manières anglophones sur la gouvernance. Et ça va contaminer tous les ministères, ça va contaminer la population. Quand l'exemple vient d'en haut, c'est l'exemple de transparence. Si on a un chef d'État qui fait le tourisme interne, qui pour se reposer va à Crébi, ou qui va à Maroua pour se reposer, ça va contaminer. Aucun de ces ministres ne prendra le congé et ira à l'extérieur. Si on a un président de la République qui ne cherche pas à sortir avec les mallettes d'argent pour aller dépenser à Genève, ça va contaminer les autres ministres. Si on a un président de la République qui paye son ticket à Camer avant de voyager, le directeur de la Camer ne va plus accepter que les ministres prennent l'avion comme ça avec les membres de leur famille sans payer, par exemple. Donc ça, c'est les caractéristiques de l'homme anglophone, l'honnêteté, le bien pour les autres. Et vous savez, quand vous dites merci à un anglophone qui vous a fait du bien, il vous dit « thank you for thank me », il vous retourne sur votre merci. Parce que lui, il pense que ce qu'il a fait est normal, ça ne nécessite pas qu'on lui dise merci. Donc je pense que la sortie de Fon Mokete, elle est vraiment... ça relance le débat sur la crise anglophone, à savoir qu'il faut rapidement trouver une solution à ce problème, mais également il faut aller au-delà de ce qu'il a dit et de voir est-ce que l'avenir du Cameroun peut passer par une gouvernance anglophone. Je pense que oui, et nous devons tous nous battre pour que cela arrive. Toujours dans le cadre de cette crise anglophone, on a assisté au cours de la semaine à un réaménagement au sein de l'armée avec la création d'une nouvelle région militaire interarmée et d'une nouvelle région de gendarmerie finalement, chose qui a quand même assez attisé les passions des uns et des autres autour de ce fameux sujet. Alors Joseph Léangoula, qu'est-ce que selon vous a pu susciter la création de ces régions, ou alors parlons de façon générale, ce réaménagement? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce réaménagement-là? Depuis le début de la crise, selon les décomptes faits par l'AFP, l'armée camerounaise a perdu plus de 26 hommes.
on réalise qu'il y a effectivement de nombreuses pertes militaires sur le terrain si on s'en tient également aux décomptes livrés par d'autres organismes qui dépassent de loin les 26 qui sont présentés par l'AFP. On parle d'une trentaine donc carrément. ça montre quand même qu'il y a d'énormes difficultés sur le terrain. Il y a déjà une difficulté à répondre à cette menace qui a une configuration singulière. C'est des menaces asymétriques et donc qui sont par définition des menaces mutantes vis-à-vis desquelles il faut de temps en temps ajuster la réponse, même si les troupes camerounaises reviennent avec une certaine expérience acquise, notamment dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Il y a des difficultés à la comprendre, il y a des difficultés notamment à isoler les éléments sécessionnistes ou les éléments séparatistes de la population et donc d'apporter des réponses répressives. En tout cas, ce qu'il faut également comprendre, c'est que la création de la 4e, de la 5e région militaire interarmée qui résulte notamment de l'éclatement de la REMIA 2, c'est-à-dire la 2e région militaire interarmée, obéit à deux logiques. La première, c'est notamment d'assurer un quadrillage stratégique du terrain. On est sur un terrain où il y a une porosité effectivement entre le territoire camerounais et nigérian. Il y a également une vaste forêt équatoriale dans laquelle se dissimulent les forces séparatistes, dans lesquelles ils mènent également des opérations d'entraînement. Ils construisent effectivement des camps d'entraînement. Donc il y a un enjeu qui est celui notamment de quadriller ce terrain, mais il y a un deuxième enjeu notamment qui est celui de rapprocher le commandement militaire de la base des troupes sur le sol pour faciliter notamment la réactivité. Et c'est ce qui justifie justement la création de cette 5e région militaire interarmée pour justement gagner en réactivité, gagner en compréhension des enjeux et gagner également en efficacité. Seulement le message politique que cette REMIA 5 renvoie, c'est sans doute que le gouvernement est en train de durcir la réponse sécuritaire. Or, c'est en parfaite contradiction avec les recommandations qui sont adressées jusqu'ici. On a toujours appelé le gouvernement à renouer avec le dialogue, et un dialogue franc et constructif, parce que c'est la seule issue, notamment pour couper l'herbe sur le pied des sécessionnistes. Ceux qui se retrouvent actuellement dans les rangs des sécessionnistes, c'est ceux effectivement qui ont vu des frères et des sœurs tués, parfois dans le cadre des invasions de l'armée dans les villages. Ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans les rangs des sécessionnistes, c'est ceux effectivement qui n'ont plus d'autre issue, en tout cas, que de s'enrôler dans un groupe d'autodéfense pour se protéger. Parce qu'aujourd'hui, on assiste notamment à l'implosion, à l'éclatement de plusieurs groupes d'autodéfense dans la région. Il y a, au-delà, l'Ambazonian Defense Force, l'armée de restauration de l'Ambazonie, la Southern Cameroon Defense Force qui opère sur le terrain. Et il y a une dizaine de groupes d'autodéfense, notamment les Fighters, les Vipers et Ambaland qui opèrent sur le terrain et qui continuent de recruter et notamment d'intéresser les jeunes, notamment au combat guerrier. Et la solution ici, ce n'est pas de durcir la réponse sécuritaire, c'est de permettre à cette jeunesse qui n'a pas d'autre choix que de s'enrôler dans des groupes armés, d'avoir d'autres perspectives. Et cela peut passer effectivement par la promotion des acteurs qui au départ affichaient une position relativement modérée dans cette crise. On a vu les Agbobala, on a vu Paul Ayabine qui ont pris des positions notamment modérées dans le cadre de cette crise. Il faut renouer le dialogue avec eux et redonner confiance à la population, envoyer le message que le gouvernement est ouvert à une discussion qui permettra notamment de déboucher sur un certain nombre de réformes. La première réforme, c'est sans doute celle de la forme de l'État qui doit garantir notamment une participation accrue des populations et qui va notamment respecter les identités locales. C'est effectivement ce que M. Jean-Baptiste qualifié de modèle fédéral. Il faut aussi sans doute briser le plafond de verre qui empêche notamment un certain nombre de personnalités anglophones d'occuper des positions notamment honorables dans le protocole d'État. Ça, c'est une des réformes également fondamentales qu'il faut amorcer. Et ensuite, il faut, et ça c'est une réforme de profondeur, c'est renouveler le leadership politique et mettre à la tête de l'État des leaders visionnaires, responsables, qui sont à l'écoute du peuple et qui sont de temps en temps ouverts au dialogue lorsqu'il y a des tensions, des griefs qui sont exprimés par la population. Alors, lorsqu'on sent un tout petit peu de toute cette analyse que vous avez faite, vous parliez tout à l'heure de la création de plusieurs groupes, ce que vous avez appelé autodéfense, même si on pourrait ailleurs les appeler des milices. Admettons aujourd'hui que la crise anglophone aboutisse à son terme. On fait quoi de tout ce monde qui a appris à tirer sur des personnes, qui a appris à ôter des vies, mais surtout qui a appris à se défendre comme de véritables soldats? On fait quoi d'eux? On les met dans l'armée régulière ou alors on va tout simplement se contenter de les désarmer? Comment ça va se passer? Dans les processus de reconstruction post-conflit qu'on utilise très souvent dans le cadre notamment de l'analyse et de la transformation des conflits, il y a ce qu'on appelle notamment des programmes DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation, réinsertion. On parvient notamment à limiter la circulation d'armes dans la région. On offre des alternatives, notamment en mettant en place des programmes de réinsertion socio-économique pour permettre à ceux qui sont aujourd'hui ou qui ont trouvé dans le combat un moyen d'enrichissement, on leur donne cette possibilité de s'engager dans une autre activité alternative pour se désengager notamment des groupes guerriers. Et après, effectivement, il y a des réformes
plus structurelles qui sont opérées pour permettre à ceux qui se sont engagés pour des raisons militantes dans les groupes armés notamment de reprendre confiance dans le processus démocratique et de croire au processus démocratique comme le moyen par lequel effectivement on peut adresser des revendications, exprimer son mécontentement. On espère que cela va se passer aussi facilement que vous êtes en train de le dire aujourd'hui. Alors Cyril Sambakon reste toujours... Oui, Jean-Baptiste Sipa. Oui, je disais qu'il faut déjà empêcher qu'on en arrive là. Parce qu'à ce jour, je ne crois pas que les choses soient arrivées à un niveau où il faut poser le problème de réintégration des combattants. C'est maintenant que la radicalisation du gouvernement est en train de créer le problème. On peut vous assurer que sur le terrain, ils deviennent de plus en plus performants. Hein. Même dans la pose des bombes, il y a une nette Oui, mais ça, c'est des gens qui ne sont pas nés combattants. Dans comment on appelle ça, dans ce groupe sociopolitique aujourd'hui, tu as deux camps. Tu as ceux qui sont résiduels, qui tenaient à leur ambazonie depuis 1961 et qu'on pouvait très bien neutraliser, avec qui on pouvait négocier. Et tu as ceux plus nombreux qui rentrent dans le combat parce qu'ils pensent que ce sera un moyen de pression pour arriver à la négociation. Et le gouvernement n'a pas besoin d'attendre qu'on arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qui... Enfin, je ne comprends pas, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que depuis 96, d'ailleurs, fin 96, le gouvernement n'a jamais accepté ce dialogue? Il faut toujours, pour analyser cette situation, se souvenir que c'est parti de revendications catégorielles, socio-professionnelles. Que si, comme dit d'ailleurs Chip Moukete, si le gouvernement avait accepté de descendre de son piédestal pour résoudre ce problème, la question d'Ambazonie ne serait jamais arrivée dans le débat. Maintenant, le gouvernement a décapité les mouvements sociaux professionnels et du coup, les gens d'Ambazonie ont pensé qu'ils pouvaient se positionner comme sauveurs de tous ceux qui faisaient les revendications. Tout part de là. Qu'est-ce que ces gens disent au Cameroun? Ils disent, vous dites que vous voulez être Cameroun unifié, quand un Cameroun, mais votre gouvernement ne vous écoute pas. Venez avec nous. Nous, on va résoudre le problème. Si nous étions indépendants, voici ce qu'on ferait. Si nous étions indépendants, on... Mais est-ce que ce discours marche encore au jour d'aujourd'hui, avec le pic de violence qu'on est en train d'observer? Mais ça marche parce que tous ceux qui deviennent violents là, tous ceux qui entrent dans les groupes dont on vient de parler, ce sont ceux qui se laissent convaincre par le discours prometteur des ambazoniens. Et ils écoutent ce discours parce qu'en face, il n'y a pas un discours contraire, autre. Il n'y a que la répression. Vous comprenez? L'honorable Sapi a expliqué tout à l'heure qu'ils sont arrivés dans un congrès dans la peur. Cette peur-là habite la majorité de la population du Nord et du Sud-Ouest. Ils ont peur des sécessionnistes, des groupes sécessionnistes qui sont armés. Ils font ce qu'on appelle le terrorisme intellectuel ou psychologique. Ils exercent ce type de terrorisme sur les populations. Et les populations, pour se protéger, sont obligées de s'allier à eux parce qu'ils ne trouvent pas dans les forces de l'ordre la protection dont ils ont besoin. Quand on incendie une école dans un quartier ou quand on a tué un soldat, quand l'armée arrive, elle écrase tout le monde. Elle ne recherche pas les assassins dans la société. Parce que si elle le faisait, elle mettrait les populations à contribution pour rechercher les assassins. Mais quand elle vient réprimer de manière indistincte les populations, en ce moment-là, les populations qui sont faibles trouvent qu'il ferait mieux de s'allier aux sécessionnistes dans la vision d'une victoire à venir qui leur donnerait l'indépendance pour se gouverner. Très bien. Voilà la démarche psychologique de ces populations qui rallient quotidiennement les combattants ambazoniens. Ça veut dire que ce n'est pas l'armée, la restructuration de l'armée qui va résoudre le problème. C'est peut-être la restructuration de la police pour permettre que les forces de l'ordre soient
proche des populations et travaille avec les populations pour neutraliser les combattants. Très bien. Je vous remercie Jean-Baptiste Sipa et je reste justement de ce côté-là pour vous, Cyril Sambaka. On a remarqué au cours de cette semaine et d'ailleurs les différents avis sur ce plateau tendent toujours dans ce sens-là. On a remarqué que l'aspect sécurité est plus mis en avant avec la réponse justement qui nous vient de l'armée. On répond à la violence par la violence. On a mis de côté les revendications, le véritable sens même de ces revendications-là. Mais est-ce que finalement le gouvernement parviendra un jour à résoudre ce problème qui est la crise anglophone, puisqu'il est en train de concentrer ses énergies sur des questions sécuritaires, sur des questions militaires, des questions de défense, et on laisse en fond le véritable problème, qui est ce problème de marginalisation? Oui, je voudrais, vous savez, le dernier sujet, vous n'avez pas fait attention, mais vous ne m'avez pas interrogé dessus. Mais bien sûr, on est toujours dans le sujet. Vous avez fait... Oui, allez-y. C'est une omission, c'est pas grave. Je vais essayer d'aller rapidement pour pouvoir répondre aux deux sollicitations. Donc, je crois que le chief Moukete, c'est quelqu'un qui est suffisamment à l'aise, qui a bâti un empire, n'est-ce pas, qui de génération en génération ne devrait pas pouvoir souffrir. Mais du haut de son âge et de sa posture, il apparaît comme quelqu'un sur qui les Camerounais doivent compter. Sa parole doit compter parce que si c'est au point de vue de l'âge, le président de la République doit pouvoir le respecter. Vous comprenez? Il était parmi les gens qui ont construit ce pays avant que le président de la République lui-même n'arrive ici. Donc il est très bien placé pour voir que trop c'est trop et que du haut de là où il est, qu'il puisse demander à ce que quelque chose soit fait. Mais je dois rappeler que le chief Moukete est resté dans la légalité. Vous comprenez? Parce que si on analyse ces déclarations, on va se rendre compte que ce sont les résolutions de la tripartite qu'il est en train de mettre sur la table pour constater que la tripartite a eu de très bonnes résolutions, mais qui ont été déconstruites par le système en place. La preuve, 22 ans après, nous n'avons pas de décentralisation. Nous sommes même en train de condamner la décentralisation sans l'avoir pratiquée. Vous voyez? Donc, je dois dire que le chief Moukete n'est pas allé contre le président de la République. Il est venu comme pour lui rappeler que des solutions à ces problèmes avaient déjà été trouvées et qu'on ne l'avait pas implémenté. Et que le dialogue inclusif dont on parle, le Cameroun l'a connu au plus haut d'une crise qui avait touché plus de 7 régions, n'est-ce pas? On a eu cette réunion tripartite et à cette époque, on n'a pas dit on va discuter avec qui. On a discuté entre Camerounais, on a trouvé des solutions. Ces solutions, les résolutions n'ont pas été appliquées, nous pouvons le constater et revendiquer une tripartite 2. Pour asseoir cela, maintenant la forme de l'État et tout cela doit pouvoir se discuter à l'intérieur. Est-ce que ce sera 10? Est-ce que ce sera 4? Est-ce que ce sera 15? Moi, je pense que ce qui est important dans tout ce que nous devons faire, c'est d'analyser le contenu. C'est le contenu qui est le plus important. La forme, ça peut venir de plusieurs façons, mais si on sort de cette histoire où on a tout échoué parce qu'on a refusé le consensus. Le consensus est l'adversaire numéro 1 du pouvoir en place. Ils ne savent pas ce que c'est que le consensus. Pourtant, c'est le consensus qui va nous sortir de toutes ces crises-là. Maintenant, s'agissant des militaires, les militaires, ce n'est pas de bon gré que des militaires vont combattre des concitoyens. Vous voyez? Partout dans le monde, ça s'est vu comme ça. Moi, je me rappelle, c'était dans les années, je crois, 83, quand l'Iran avait des sérieux problèmes. Vous voyez? Et parce que les militaires partaient tirer sur les foules, il y a des militaires qui rentraient chez eux et n'arrivaient plus à ne retrouvaient pas leurs femmes. On leur disait, comme c'était la plupart des musulmans, que madame est partie à l'enterrement du neveu de monsieur parce qu'il a pris des balles lors des manifestations. Donc vous voyez, vous allez tirer maintenant, vous ne savez pas qui va tomber, et vous allez rentrer à la maison, vous allez vous rendre compte que vous avez tué quelqu'un dans votre propre famille. Ça, ce sont des choses qui sont difficiles. Et vous savez que quand on est en guerre, on est en guerre, c'est la propagande et le mensonge qui prévalent. Ça veut dire que là où nous sommes, nous ne pouvons pas savoir exactement ce qui se passe. Mais ce qui est
important pour nous, c'est de savoir que quand on a fini de tirer sur les gens, après on va leur demander de s'asseoir sur une table et de discuter. Oui, de discuter parfois avec les rebelles, même les plus farouches. Ça s'est passé comme ça dans le monde. Et ce que les Camerounais et tout le monde demandent, c'est d'anticiper. Parce que gouverner, c'est aussi anticiper. C'est avoir une vision qui puisse permettre, pendant qu'on sécurise une zone, qu'on engage un dialogue franc et sincère, qui puisse permettre que les populations ne se sentent plus marginalisées. Parce que tout le monde est d'accord, que même sans le voir, du fait que le jacobinisme francophone nous a amené à ne pas comprendre le système anglophone, petit à petit, même les gens qui étaient contre commencent à comprendre que, mais tiens, donc ça veut dire qu'ils ont une spécificité, ça veut dire qu'ils ont goûté à quelque chose et qu'aujourd'hui on le leur a enlevé. Mais celui qui n'a jamais goûté à cette chose, c'est-à-dire entre guillemets le francophone, comment peut-il juger la chose? Voyez-vous, il connaît que son système et il pense qu'avec son système il faut progresser, alors que l'autre a envie de revenir en arrière parce qu'il était mieux loti. Il avait en face de lui des responsables avec qui discuter et autres. Donc je pense que l'armée camerounaise est en train de se déployer. On a multiplié, comme pour dire qu'au niveau de l'armée coloniale, c'est comme c'est les mêmes méthodes qu'on utilisait. C'est à nous poser la question de savoir si quand l'armée coloniale vient et se met à pourchasser les Maquisards, les Oumyobé et autres, c'est une armée extérieure qui utilise peut-être des Camerounais, des Tchadiens et autres, mais ils ont un intérêt. Leur intérêt, c'est d'emmener les richesses vers leur population. Mais quand nous devenons donc indépendants, l'armée camerounaise, sa vocation, c'est une armée de développement. C'est une armée d'encadrement et c'est une armée qui doit protéger nos frontières. Ce n'est pas une armée qui doit combattre ses propres citoyens. Oui. Donc, si ses propres citoyens sont arrivés à la radicalisation, c'est qu'ils sont arrivés dans un système comme on a vu dans le monde entier, parce que nous n'inventons rien, des gens qui se sont dit, mieux vaut la mort, parce que mon avenir est complètement foutu, complètement hypothéqué, ces francophones nous écrasent, mais il faut leur expliquer. On explique comment. C'est avec le dialogue. C'est avec un cadre où on peut dégager des consensus et partir sur un starting block. Tout le monde sait que nous nous sommes mis d'accord sur ceci et chacun veille à ce que ce soit respecté. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'un pays peut prétendre, n'est-ce pas, aller vers l'émergence. C'est comme ça qu'un pays peut prétendre le mieux vivre et être ensemble. Et toutes ces richesses donc que nous avons individuellement et dans chaque région puissent émerger afin que le Camerounais en profite. On se souvient que la violence a atteint son pic finalement du côté du nord-ouest et du sud-ouest après l'extradition de Sissiko Ayub Tabé en territoire camerounais ainsi qu'une quarantaine de ses compères. Et au début justement de cette extradition, beaucoup de Camerounais se sont levés pour dire que c'était la bonne décision, c'était une action finalement positive pour la suite de cette crise. Aujourd'hui qu'on est en train de se tourner vers une nouvelle forme, si on peut l'appeler comme ça, de radicalisation, est-ce qu'on peut continuer à dire que cela a été une bonne décision? J'avais d'ailleurs appris avec beaucoup de surprise, en tout cas l'enthousiasme des autorités qui annonçaient l'arrestation de ces leaders anglophones, en disant notamment que ça marquait l'épilogue en tout cas de cette bataille qui était livrée notamment entre les troupes séparatistes et le mouvement et le gouvernement ou le régime. Ce qu'ils oublient en tout cas, c'est que l'arrestation de Sissiko Ayub Tabé et ses acolytes s'opère dans un contexte où le leadership de Sissiko Ayub Tabé est contesté. On lui reproche une gestion calamiteuse, en tout cas les ressources qui avaient été mobilisées par la diaspora. Donc il perd en influence, non seulement sur les acteurs modérés, mais aussi sur les acteurs de la violence. Et donc son arrestation a tout simplement été suivie, par exemple, du choix d'un autre leader, sans grand impact effectivement sur la dynamique du mouvement. Ce qu'on ignore en fait, c'est qu'il y a deux stratégies à l'intérieur des groupes séparatistes qui s'opposent. Il y a une stratégie, je dirais, pacifiste, qui consiste notamment à multiplier les actions diplomatiques. Et la démarche est très simple, c'est que l'option du governing Ambaziola Council était notamment de provoquer au maximum le gouvernement camerounais pour entraîner une répression sanglante, laquelle répression devrait entraîner une condamnation de la communauté internationale et devait leur permettre à eux de convoquer notamment le principe de l'autodétermination parce qu'ils devaient présenter le peuple anglophone comme un peuple persécuté. Donc ils n'avaient pas intérêt à s'engager dans la voie violente. Cependant, ils ont été dévancés dans leur extrême droite, notamment par d'autres groupes, par exemple le leadership de Lucas Shaw Ayaba, qui est notamment le leader de l'Ambaziola Defense Force, qui a notamment
privilégié l'option violente et qui a notamment reproché aux leaders modérés ou du moins aux leaders non violents du mouvement séparatiste la naïveté, etc. Et l'arrestation de Sissi Koyaou Tabi leur a permis à Lucas Choayaba notamment de légitimer son discours auprès de sa base militante en disant en réalité l'ensemble des démarches diplomatiques qui ont été engagées ici n'ont pas porté des fruits. C'est l'occasion pour nous de nous engager dans une voie beaucoup plus violente pour avoir un impact significatif sur le terrain. Et ce discours marche parce qu'aujourd'hui le théâtre d'opération s'est élargi. Bamenda, Boya sont aujourd'hui en réalité des foyers de bataille. Et donc l'arrestation de Sissi Koyaou Tabi n'a pas permis d'endiguer la violence. Au contraire, elle a entraîné l'explosion de la violence. Et elle a permis notamment aux acteurs de la violence de recruter davantage parce que leur discours a plus d'écho désormais. D'accord. Et on se souvient aussi que depuis qu'il a été extradé en terre camerounaise, Sissi Koyaou Tabi n'a jusqu'ici officiellement rencontré ni avocat ni membre de la famille. Il y avait même d'ailleurs une rumeur qui a circulé à un certain moment sur le fait qu'il soit désormais décédé. Est-ce que finalement, en fin de compte, Jean-Baptiste Sipa, le Cameroun est un état de droit? Parce qu'il y a eu quand même une sortie de certains hommes de droit qui nous ont bien fait comprendre que lorsqu'on est dans le cadre de terrorisme, le processus de détention n'est pas le même que dans le cadre d'une affaire simple. La question que je préfère répondre à la question de savoir si le Cameroun est un état de droit. Pour vous dire que lorsque un gouvernement gouverne d'un côté par la force, de l'autre par l'abandon et le mépris, il ne peut pas être un état de droit. Donc c'est une illusion de penser. Les Tchiroma peuvent raconter que le Cameroun est un état de droit, mais ce n'est pas vrai. Parce que dans un état de droit, si vous arrêtez un opposant, violent ou non violent, la première des choses que vous faites, vous l'entendez. Parce que ça suppose que vous l'arrêtez parce que vous recherchez la paix, vous voulez changer une situation, vous voulez mettre fin à la guerre. Mais si vous l'arrêtez et vous le mettez à l'ombre, vous ne lui parlez pas, vous ne lui donnez pas l'occasion de vous parler, ça veut dire que ce n'est pas la paix que vous cherchez. Ça veut dire que vous cherchez à démontrer que vous êtes le plus fort. Mais quand un gouvernement veut démontrer qu'il est le plus fort, il ne peut pas promouvoir un état de droit. Parce que l'état de droit, c'est ce qui permet à un peuple qui a cédé son pouvoir par procuration à des dirigeants, de vérifier que ces dirigeants-là le respectent. Je ne sais pas si vous me comprenez. Parfaitement. À partir de ce moment-là, lorsque vous arrêtez quelqu'un comme celui-là, premièrement, son extradition au Cameroun dans ces conditions-là, c'est de ce que j'appellerais l'africaniaiserie. Parce que quand vous avez arrêté quelqu'un qui est supposé nuire au pays voisin, avant de l'extrader, il faut vous assurer qu'il sera traité dans le respect de ses droits humains. Vous voyez, ça fait partie des conventions internationales. Qu'il sera jugé, d'abord, il faut qu'il soit jugé le plus tôt possible et qu'il soit jugé dans les conditions requises, dans le respect de ses droits. Mais si vous extradez quelqu'un, sans qu'on vous ait dit qu'on va le juger ou qu'on va le tuer, c'est-à-dire sans vous assurer de ce qu'il va devenir, c'est ce que j'appellerais l'africaniaiserie. Peut-être qu'ils ont voulu se débarrasser d'une patate. Aujourd'hui, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de... Ils auraient très bien pu le garder au Nigeria. D'accord. Oui, je voudrais sur ce point dire que c'est assez surprenant ce qui arrive dans notre pays. Parce que j'ai presque 52 anglophones arrêtés depuis novembre 2016, octobre-novembre 2016, traduits en février 2017 devant le tribunal militaire de Yaoundé. Ceux qu'on a arrêtés en tout début de crise, ils sont 52 que je défends, qui depuis février 2017 comparaissent et n'ont jamais été jugés. À chaque fois, lorsqu'un juge veut ouvrir le débat, on le change. À la prochaine audience, c'est un autre juge qui vient et qui renvoie et qui renvoie. Maintenant, le cas de Ayuk Siseko Tabé, il a été arrêté selon la loi sur la répression du terrorisme. Et cette loi dit que
le code de procédure civile, le code de procédure pénale s'applique à la loi sur le terrorisme. Le code de procédure pénale prévoit quoi? Lorsque vous êtes arrêté, la première question qu'on vous pose, avez-vous un avocat? Si vous avez un avocat, la loi sur le code de procédure pénale prévoit que l'administration qui vous arrête vous facilite la tâche pour joindre votre avocat. On vous donne le téléphone si vous n'en avez pas. On vous dit, appelez votre avocat. Vous appelez votre avocat. Et ensuite, lorsque vous êtes gardé à vue, comme c'est le cas maintenant, parce qu'ils sont gardés à vue, on permet à ce que vous ayez des visites régulières des membres de votre famille. On permet à ce que des tiers, non seulement les membres de votre famille, soient informés de votre lieu de détention. Et ensuite, on ne peut pas vous interroger sans que votre avocat soit là. C'est très important. Or, pour le cas de Ayuk Siseko, tout a été fait comme si le code de procédure pénale n'existait pas, comme si ces messieurs n'avaient pas de droit. Donc on ne peut pas être dans un pays... Il est en garde à vue, Maître Lavoisier-Tiapi. Ça fait plusieurs semaines que cette garde à vue est en train de... Est-ce qu'on est encore dans une action légale? Non, nous sommes dans un pays où, même dans le cadre moi j'ai vu, dans le cadre des droits communs, un bandit qu'on arrête. La garde à vue, c'est maximum 8 jours. 4 jours, le procureur peut proroger 4 jours. C'est maximum 8 jours. Après les 8 jours, c'est le préfet qui signe un arrêté de garde à vue administrative. Pour quelqu'un qui a commis des faits de droit commun. Ça ne se fait pas. Il y a des gens qui sont gardés à vue 1 mois, 2 mois. Dans les polices judiciaires, dans les brigades de gendarmerie et tout ça. Donc pour le cas de Ayuk Siseko, moi je ne sais même pas quels sont les actes qui permettent qu'il soit encore gardé à vue aujourd'hui, plus de 3 mois après qu'il soit transféré au Cameroun. Il n'y a pas. Et donc on peut se poser la question cette fois-là. On est dans un état où la loi ne dit rien au gouvernant. D'accord. Et c'est extrêmement grave. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui remettre en question le fait que Siseko Ayutabe soit encore en vie ou pas? Bien sûr qu'on pourrait remettre cela en cause et je pense que beaucoup de gens s'interrogent sur cela. Moi, je pense que cette répression qui tend à être la règle au Cameroun doit trouver une solution assez rapide parce que, vous voyez, on s'enlise là-dedans et à la fin, ce qui n'est pas permis devient permis. Et puis là aussi, ça contribue, n'est-ce pas, à avoir une république bananière. Parce que quand on a des lois, on a des règles, on doit les respecter, que ce soit le citoyen, que ce soit l'État, chacun à son niveau a quelque chose à respecter. Mais quand on a fait cette loi antiterroriste et que nous nous sommes dit, mais ça c'était une loi qui pouvait mettre tous les Camerounais dans une situation d'inconfort, on a dit, ben non, les juges sont là, etc., etc. Mais nous voyons, avec ce cas, comment les choses se passent. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'état de droit même, est bafoué. L'état de droit est bafoué, on fait des exceptions chaque jour, on met de côté la loi quand ça arrange l'État, et malheureusement, ça apparaît aux yeux de tout le monde comme quelque chose, n'est-ce pas, qui amène les gens à douter des arguments que l'État a au moment où il met les gens en arrestation. Parce que très souvent, on a l'impression qu'on arrête d'abord et puis on trouve les preuves après. Et ça devient une habitude et c'est très très mauvais pour notre pays. Très bien, je pense que c'est avec ces dernières paroles qu'on va sortir totalement de cette autre édition de Droit de réponse. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous était imparti, mais de toutes les façons, si vous n'avez pas pu suivre l'émission de bout en bout, vous pourrez toujours suivre la rediffusion ce soir, passé 22 h. Nous vous laissons en compagnie des programmes d'Equinox Télévision qui se suivent.